à disposition. 9 euros. Voilà, commerce. Et puis, il y a des fanions. Alors, on vous montrera des exemples, mais voilà, il y a des fanions que vous pouvez acquérir aussi, qui peuvent se mettre ici et là. Et puis, il y a aussi les autocollants sur les voitures, sur les boîtes aux lettres, sur, etc. Ce n'est pas que pour faire joli, parce que c'est très beau, on en a conscience, mais c'est surtout pour faire passer le message auprès des quelques personnes qui veulent encore de ce projet toxique. Non, nous n'en voulons pas. C'est important. Voilà. Alors, pour finir à l'heure, il faut commencer à l'heure. On va s'arrêter à 18h30 parce que les uns et les autres, vous pouvez avoir des impératifs. Ça veut dire que notre moment est en deux parties. Une première partie, on va vous faire de l'information, en gros une demi-heure. Une deuxième partie, en gros 1 heure, où vous allez pouvoir poser les questions que vous voudrez et on vous répondra, bien évidemment. Et puis si après 18h30, vous avez encore des questions, nous serons là, alors vous pourrez nous les poser. Mais on vous libérera tous pour pouvoir aller et venir pour votre soirée de samedi. Voilà. Installé, oui, vous entendez, c'est bon? Voilà. On part pour une information. Cette information, elle va être en 3 parties. Et donc, allez, on y va. Première partie. Première partie, voilà. Nous sommes à Saint-Éloi-les-Mines. Alors, c'est l'usine Rockwool, la seule usine Rockwool de France. Et finalement, on s'est dit, bien, une usine, ça a valeur d'exemple. Alors, puisque ça peut être un exemple, allons voir ce qui s'y passe. Pour ce faire, nous avons pensé utiliser les comptes rendus de la commission de suivi de site, vous voyez, Société Rockwool, compte rendu synthétique, il en existe un compte rendu à chaque session. Mais si vous regardez bien, vous voyez apparaître 2019. Eh bien, tout simplement, depuis 2019, il n'y a plus de réunion. Cette commission de suivi de site, ça rassemble qui? Ça rassemble Rockwool, ça rassemble le sous-préfet, l'Adréal, le ou les maires concernés, et puis, en général, une ou plusieurs associations environnementales. Elle se réunit 1 fois par an. Mais là, en l'occurrence, depuis 2018, il n'y en a point. Alors, dans les réunions que Rockwool a organisées, nous avons tout simplement posé la question. La réponse nous a été fournie par courriel et nous vous la livrons. Voilà, et on va s'intéresser à cet encadré. Compte tenu de l'expérience du site et du suivi des différents plans d'action par la DREAL, les services de l'État n'ont pas jugé nécessaire de convoquer une commission depuis celle de 2019. Il ne fait aucun doute qu'un nouveau site de production tel que celui de Soissons fera l'objet d'un suivi renforcé lors de son démarrage. On en est sûr, vous voyez, pas de réunion alors qu'elle est normale, elle est légale, elle doit se tenir tous les ans. Alors comme on n'avait pas cela, eh bien on est allé vers les éléments de préfecture, c'est-à-dire l'arrêté préfectoral, et vers cette fameuse DREAL qui est l'organisme de contrôle. Et pour avoir des points d'appui précis, eh bien nous sommes appuyés sur un rapport de l'inspection des installations classées. Alors je vous signale que vous avez accès, tous autant que vous êtes, à ça. Vous allez sur le site Géorisque et vous allez pouvoir, alors en vous promenant un petit peu, eh bien vous allez pouvoir découvrir ce rapport. Alors nous on va le regarder d'un peu plus près et on va voir qu'il y a 3 points, il y a 3 points qui nous intéressent. Voilà, on va les voir. Non, pas là. Voilà. On va voir des choses qui concernent la consommation d'eau, les prélèvements d'eau. On va voir quelque chose qui concerne le niveau sonore de l'usine et son incidence sur la ville de Saint-Éloi. Et puis on va voir la surveillance en continu des émissions de l'usine, c'est-à-dire de la pollution atmosphérique, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Alors on va aller tout de suite voir la consommation en eau. Et qu'est-ce qu'on voit? Bien sûr, c'est l'arrêté préfectoral qui date de 2005 qui fait foi, et puis ça concerne l'eau. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, les consommations d'eau maximales indiquées dans l'arrêté préfectoral ne sont pas respectées
ne sont pas respectés depuis plusieurs années. En 2005, 390 681 mètres cubes. En 2020, 269 354 mètres cubes. On poursuit. Le site prélève dans le réseau d'eau potable 100 000 mètres cubes et le reste, c'est sur le barrage de Montaigu. Alors, eh bien, on poursuit. Que constate-t-on? Eh bien, l'inspecteur déclare « Cette situation est non conforme avec l'arrêté préfectoral actuel. » Alors, et il ajoute qu'il n'y a pas eu de modification notable de l'usine. C'est important, parce que parfois on modifie, donc on a besoin de plus d'eau. Là, il n'y en a pas eu de modification notable. Et la consommation d'eau indiquée dans l'arrêté, 150 000 mètres cubes par an, n'a jamais été respectée. Voilà, vous voyez les données et vous voyez l'écart entre ce qui est prévu par l'arrêté et ce qui est effectivement consommé. Et du coup, eh bien là, l'inspecteur a dit, il va falloir que vous justifiez cette consommation. On mettra à jour l'arrêté préfectoral, mais vous devez aussi justifier les essais, enfin toutes les actions que vous avez conduites pour diminuer cette consommation. Voilà. Donc, eh bien on va en profiter pour parler de Soissons, petite incident sur Soissons. Sur Soissons, il est prévu, il est annoncé 10 mètres cubes par heure de consommation d'eau. Et dans le dossier de fond, il est marqué aussi jusqu'à un maximum de 20 mètres cubes, mais dans les mémoires qu'on a échangées dans les recours, eh bien, on ne parle que de 10 mètres cubes. Allez savoir. Ça nous représente entre 87 600 et 175 200 mètres cubes par an, voilà. Et en regard, eh bien, on met le Saint-Éloi. Si vous regardez, on a pris 2020, les 269 354 mètres cubes pour un tonnage. Alors, eh ben, on s'est dit, tiens, pour faire une validation, vérifier qu'on ne dit pas de bêtises, on a fait une règle de 3. Hein, la règle de 3, on la connaît. On a divisé par le tonnage de Saint-Éloi, on a multiplié par le tonnage prévisionnel de Soissons, et ça nous fait une consommation par an de 130 700 mètres cubes. Ce qui montre bien que ça n'est pas 10 mètres cubes par an, c'est-à-dire 87 600 qui seront consommés, mais plus que cela. Et ajoutons aussi qu'il y a des pics. Ça veut dire que quand on vous annonce ça, c'est un total, mais qu'il y a des moments où on peut consommer plus, évidemment aussi des moments où on peut consommer moins. Ce qu'on veut vous montrer à travers ça, c'est que eh bien, les informations dont on dispose avec ces 20 mètres cubes, elles correspondent tout à fait à une hypothèse qui tient la route. Ce n'est pas du tout des visions artificielles que nous avons. Et si on complète, eh bien, l'objectif du groupe, regardez, on exprime ça en nombre de mètres cubes par tonne. On considère que pour faire une tonne de laine, eh bien, il faut 1 mètre cube 14 d'eau. Et puis même Saint-Éloi, alors là c'est un petit peu fort de café, Saint-Éloi, lui, s'est fixé comme objectif 2022 0,97 mètres cubes par an. En gros, une tonne d'eau, une tonne de laine. Hein, c'est à peu près ça qu'il faut voir. On se demande comment ils auraient pu aboutir en 2020 à cette quantité-là. Ça n'est pas possible, vous avez vu les résultats auxquels on est arrivé. Voilà, tout ça pour vous montrer que, au fond, eh bien, on le savait, mais c'est une usine qui consomme de l'eau, cette eau, on se rappelle qu'elle devrait être pour moitié les eaux pluviales, pour moitié l'eau du réseau. Eh bien, nous savons aussi qu'en période de sécheresse, eh bien, quand on aura notamment les 20 mètres cubes nécessaires, eh bien, on sera obligé de prendre sur le réseau. Et nous savons que ça représente 40% du réseau d'eau potable qui seront prélevés pour Repoule, au détriment de qui? La question est posée. Voilà donc pour l'eau. Et donc, ce qu'on retient, eh bien, c'est que depuis 2005, on est face à un non-respect de l'arrêté préfectoral en matière de consommation d'eau. Alors ensuite, le bruit. Le bruit, toujours 2005, niveau sonore, vous le voyez apparaître, et puis vous voyez apparaître ce qui est attendu. Ça veut dire qu'on ne doit pas dépasser 5 dBA. dBA, c'est ce qui est le plus proche de l'oreille. C'est ça qu'il faut retenir, dBA. 5 en journée, 3 la nuit. Et puis on a aussi des valeurs en bordure du site qu'on ne doit pas dépasser.
70 dBA et 60 le week-end et les nuits. Eh bien, le constat, et vous le voyez apparaître, on voit à partir de 2021 des plaintes de riverains parce qu'ils ont entendu du bruit qui n'existait pas auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous le dit, c'est un changement de spinner sur la ligne 2. Le spinner, c'est la machine de fibrage. On a changé la machine de fibrage, Rockwool a changé la machine de fibrage de la ligne 2, et de coup, c'est un suivi des plaintes parce que du bruit s'est répandu dans la ville. Alors, bien sûr, à ce moment-là, l'exploitant Rockwool a mis en place un silencieux. Il a fait ça en mai, vous voyez apparaître 2022. Ça n'a pas été fait très vite, vous voyez, à chaque fois, ça requiert du temps. On est de l'ordre de l'année. Et puis, qu'est-ce que ça a donné? On a observé une atténuation, ressentie et aussi mesurée. Et puis, cependant, début juillet 2022, une dégradation a été ressentie à nouveau. Et oui. Et alors là, on dit, vraisemblablement, il y a le niveau sonore qui compte, mais il y a aussi les fréquences. Il y a des fréquences qui sont très pénibles à suivre. Voilà donc cette constatation. Alors donc, eh bien, des nouvelles mesures doivent avoir été prises en septembre 2022, mais là, on n'a pas d'information. Nous n'avons pas d'information. A priori, elles devraient être communiquées en mars 2023. En mars 2023. Mais à aujourd'hui, on peut vous dire que les habitants disent les choses n'ont pas changé. Donc voilà, par rapport au niveau sonore de cette usine et de son impact sur les habitants. Actuellement, le bruit perdure depuis 1 an et demi, que l'entreprise cherche à faire des efforts. C'est peut-être pas facile, mais en tout cas, les habitants, eux, ils l'observent. Ça n'avance pas. Et troisième point, pollution atmosphérique. Alors, pollution atmosphérique, qu'est-ce qu'on nous dit? On fait de l'autosurveillance. Ça veut dire que l'exploitant, il mesure, voilà, il doit savoir ce qu'il rejette. C'est lui qui fait cette surveillance. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Pour faire cette surveillance, il y a des normes qui sont applicables. Oui, on ne fait pas n'importe quoi, les choses sont précises. On complète. Le respect de ces normes, l'inspection était là pour vérifier que ces normes étaient appliquées pour les appareils de mesure. Oui, un appareil de mesure, il faut qu'il soit contrôlé, il faut qu'il soit étalonné, il faut qu'il soit fiable. Sinon, vous ne savez tout simplement pas ce que vous mesurez. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Alors, oui, que je vous explique, cette autosurveillance, elle se fait par des analyseurs en continu. On analyse les rejets atmosphériques en continu pour un certain nombre de composés. Et que l'objectif derrière tout ça, c'est de vérifier par les contrôles sur les appareils de mesure que ces mesures, elles sont efficaces et que ces mesures, elles sont fiables. On regarde. Alors, sur 3 analyseurs en continu, l'exploitant a indiqué que d'après son recensement, 15 étaient difficilement certifiables CAL 1. Il y en a 15 qui sont difficilement certifiables. Je vais vous expliquer ce que c'est. Mais ça veut dire quoi pour les 18 autres? Pas d'information. Et qu'est-ce qu'on nous dit? De plus, les procédures CAL 2, CAL 3 et AST ne sont pour l'instant pas mises en œuvre. Alors c'est quoi cette affaire-là? Eh bien, on voit apparaître les indications. Voilà, c'est que la procédure CAL 1, c'est elle qui permet de vérifier qu'on a bien choisi le bon capteur pour le bon rejet avec la bonne marge de manœuvre. Ah ouais, il faut que ça soit assez précis quand même, sinon ça n'a pas de valeur. Et donc ça, c'est le rôle de ces procédures pour garantir le capteur en question. Et puis ensuite, ils sont étalonnés. Ah oui, on le sait bien qu'il faut étalonner un appareil de mesure. Et ça, c'est la procédure CAL 2. Et puis ensuite, eh bien, il faut vérifier qu'il n'y a pas de dérive. Absence de dérive dans le temps. Et ça, ce sont les procédures CAL 3 et AST. Vous vous souvenez, on nous dit, elles ne sont pas appliquées. Ce qui veut dire aujourd'hui, eh bien, qu'on n'a pas de certitude quant à la
qualité des mesures, à la précision des mesures, à l'évolution des mesures dans le temps, puisque les procédures qui permettent de le garantir, elles ne sont pas mises en œuvre. Voilà la réalité. On analyse des choses, mais on ne sait pas si ces résultats, ils sont exploitables ou pas. Si bien que l'inspection du travail a demandé une mise en conformité de ces analyses, de ces analyseurs, et qui doit être présentée par l'exploitant, évidemment. Et alors on évoque, il pourra être proposé une priorisation. On va peut-être changer des choses plutôt à certains endroits qu'à d'autres. Il y a sans doute des priorités, c'est acceptable. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, on modifiera l'arrêté préfectoral pour bien mettre tout ça noir sur blanc, de façon formelle. Voilà, l'arrêté préfectoral, qui, vous voyez, il est un petit peu pas précis, là, il va le devenir. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, là? Ben, je crois que nous pouvons dire deux conclusions. La première conclusion, c'est que tout industriel, j'ai envie de dire même tous les commerçants, savent qu'un outil de mesure, une balance, une pompe à essence, on l'a fait contrôler, on l'a fait vérifier, on étalonne tout cela. Tous les industriels le savent. Comment ça se fait que là? Et le deuxième élément, bien c'est que quand on veut avoir une nouvelle usine dont on dit qu'elle va être épatante, très bien cette nouvelle usine, eh bien il faudrait peut-être commencer par s'occuper de celles qui existent déjà et de montrer par l'exemple les façons de fonctionner, et à ce moment-là nous pourrions peut-être croire. Mais là, c'est l'inverse. Nous ne pouvons pas croire puisque les procédures ne sont pas appliquées. Et ce que nous disons, c'est l'inspection du travail qui le dit. Ça n'est pas nous. Si bien que on ne sait pas ce qui est mesuré, on ne sait pas quel est le degré de fiabilité des valeurs annoncées. Voilà ce que l'on sait sur Saint-Éloi, sur l'aspect de la pollution atmosphérique. Et c'est donc l'inspection du travail qui le déclare. Alors, juste là, on va faire un petit aparté, enfin bon. 3 points particuliers. Le premier point, je voudrais que vous ayez bien ça en tête. Nous avons tous en tête que la pollution atmosphérique, ça provoque des cancers. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tout à fait focalisés sur le cancer, qui est une tragique, une vraie tragédie. Sauf que, il n'y a pas que les cancers. Car regardez, finalement, la pollution de l'air, elle fait des cancers du poumon, mais elle provoque des infarctus. 40% des dégâts faits par la pollution atmosphérique, c'est les infarctus. Alors les infarctus, on n'en meurt pas toujours, mais on sait ce qui se passe après. Ensuite, c'est à 40% des AVC. Et on sait que les AVC, parfois on en meurt, et puis parfois ce sont les séquelles. Et on sait ce que ça donne. Donc ce que l'on veut vous montrer là, c'est qu'il faut qu'on cesse de penser qu'il n'y a que les cancers et que si on compte les cancers, eh bien non, la pollution atmosphérique, elle agit sur différents éléments de notre corps. Voilà le premier élément. Le deuxième élément, et là je parle sous contrôle de Maryse Vasseur, docteur Maryse Vasseur, où on va parler perturbateurs endocriniens. Alors là, voilà, il y a ce petit graphique là. Ce petit graphique qui nous fait penser à tout ce qu'on pense, nous. On dit, plus il y en a dans l'atmosphère, plus c'est dangereux. Ah, c'est logique. La dose, plus elle est grande, et plus les risques et plus les dangers sont grands. Eh bien ça, malheureusement, pour les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça veut dire quoi? Alors quand vous voyez les petites courbes là avec les bosses, en bas de la bosse, ça veut dire que le risque, il n'est pas grand, et quand on est en haut, le risque, il est grand. Ben, vous voyez que les bosses, elles ne sont pas toujours au même endroit, ça dépend des produits. Ça veut donc dire quoi? Qu'il ne faut pas croire qu'il en faut beaucoup pour qu'il y ait atteinte. Justement, nous savons aujourd'hui que ce n'est pas la dose qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est la période d'exposition, et on sait que la période où les glandes endocrines, perturbateurs endocriniens, c'est les glandes endocrines, elles font des hormones, et ces hormones qui agissent. Alors c'est la femme enceinte, c'est le bébé, c'est l'adolescent. Et ben voilà ça. Et la durée d'exposition, et ben nous, on est tranquille, c'est 24 heures sur 24.
l'usine, elle fonctionnera 24 heures sur 24. Donc voilà cette pollution atmosphérique qui va générer, qui contient des perturbateurs endocriniens et qui va possiblement générer des atteintes à la santé. Voilà un autre élément qu'on voulait vous rappeler pour ceux qui ont vu le savent, mais il faut se rappeler. Ensuite, le troisième point, c'est le fameux Seveso. Alors, on entend dire, voilà, Soissons, ils ne sont pas Seveso, tandis que Saint-Éloi, c'est Seveso, donc ça veut dire que Seveso à Saint-Éloi, c'est un peu dangereux, tandis que chez nous, il n'y a pas de Seveso, donc c'est pas dangereux. C'est pas ça, Seveso. Seveso, rappelez-vous, c'est une usine en Italie qui explose, qui provoque des morts, etc. Seveso, c'est pour montrer les risques d'accidents graves. C'est la... Je suis en train de chercher l'usine de Toulouse, AZF, et son explosion. C'est Lubrizol, près de Rouen, avec son incendie. Voilà, ça, ce sont des accidents. Alors, ça veut dire quoi? C'est qu'un site Seveso, c'est un endroit où il y a des gros risques d'explosion ou d'incendie du fait du stockage, du stockage de matières qui sont dangereuses. C'est le stockage. Je vais vous donner un exemple, c'est à Villeneuve-Saint-Germain, Kuhn et Nagel, eh bien, ils sont Seveso, et même ils sont Seveso seuil haut. Et pourtant, c'est quoi? C'est un hangar de logistique. C'est juste du stockage. Il n'y a pas du tout autre chose que du stockage. Mais c'est du stockage de solvants, de choses comme ça, qui sont dangereuses. Alors, ils sont classés Seveso. Mais nous, on ne va pas être classés Seveso. Pourquoi? Parce que le liant n'est pas fabriqué là. Il va nous arriver tout fait. Mais pour autant, le risque de pollution atmosphérique, il existe, il n'a rien à voir avec Seveso. Donc ayez bien en tête que quand on vous dit que ce n'est pas Seveso, ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas de pollution atmosphérique, car ça ne la concerne pas. Voilà ce que l'on voulait vous compléter comme élément d'information. Allez, on va changer de thème. Quelques minutes sur le deuxième thème. Ben oui, parce que, voilà, industrialisation, réindustrialisation, tout le monde a ça à la bouche, et évidemment, on dit, ah ben oui, il y a recours, là, ça y est, on va réindustrialiser le bassin soissonnais. Eh bien, on va regarder localement. On va regarder localement ce qui se passe pour des produits qui nous intéressent particulièrement. 30 km au nord de Soissons, c'est le lin français, l'entreprise de Koch. Moins de 150 km au sud, c'est la Chambrière, près de Troyes. Ces deux entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles travaillent, l'une le lin, l'autre le chanvre. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles transforment tous les éléments, parce qu'il se trouve que ce sont des plantes qui ne font pas de déchets. On utilise tout. Eh bien, en particulier, sort de cette usine des ballots comme ça. Ce sont des ballots de fibres. Et ces ballots de fibres, eh bien, ils sont destinés, pour la plupart, ils pourraient tous être destinés, à faire des isolants pour nos maisons, des isolants pour le bâti. Mais je vous donne en mille. Eh bien, ils sortent de cette usine et ils sont exportés. Je dis bien qu'ils sont exportés. Et dans le cas de la Chambrière, on est même en mesure de vous dire, c'est l'information qu'ils nous ont communiquée, les fibres de chanvre destinées à l'isolation sont exportées au Canada. Voilà. Alors nous on dit, eh bien dites donc, la réindustrialisation, on y est. Allons au bout du cycle, puisque ces fibres, on les a, eh bien allons les transformer. Voilà une issue. On est dans le local, ça fait du boulot. Regardons ce que ça va donner. Alors, bah oui, ça c'est le maître mot du ministère de l'Agriculture, c'est transition écologique, agroécologique. Alors, diversification pour les agriculteurs qui en ont sûrement bien besoin, peu ou pas d'engrais pour ces produits, pas de pesticides, pas d'arrosage, bien pour les assolements, et puis on ajoute que ça stocke le carbone. Alors, vous savez qu'on nous parle beaucoup de CO2, et bien justement là, ça ne produit pas de CO2, ça en capte. C'est l'inverse, ça le stocke.
Et puis, autre élément, eh bien, on va transformer un produit qui est naturellement fibreux. Il faut comprendre que c'est un produit naturellement fibreux, donc pas de pollution, peu d'énergie, pas d'eau, puisqu'on ne fait pas fondre et on ne fait pas fibrer. C'est déjà fait. Donc on gagne tout ça. Ensuite, on va dire peu de transport. Oui, parce qu'évidemment, on peut faire les usines tout près de Coq et tout près de la Chandrière et faire ces isolants-là. Ensuite, investissement modéré. Et oui, les investissements, ils sont modérés. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas de four avec de la fusion, avec toute la technique. C'est beaucoup plus simple. Non, c'est intéressant. Et puis, alors, finissons par l'emploi, puisqu'on nous met toujours l'emploi en avant. Eh bien, oui, l'emploi. Eh bien, ces unités, elles emploieront aussi des gens qui y travailleront. Bien évidemment. Et d'ailleurs, on en profite pour rappeler que le projet Rockwool, c'est 130 emplois sur 40 hectares. Vous savez faire une division. Ça fait en gros 3 emplois à l'hectare. Si vous regardez les autres usines qui sont sur le plateau, eh bien, elles, en moyenne, c'est entre 20 et 30 emplois par hectare. Eh bien, si vous appliquez ce même coefficient-là, c'est pas 130 emplois que l'on aurait, c'est entre 800 et 1000. Et vous voyez bien donc que ce discours sur l'emploi, eh bien, c'est un mauvais discours. C'est un discours qui ne nous fait pas progresser, puisqu'on a de meilleures solutions pour l'emploi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ces biosourcés, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire les matériaux d'isolation qui sont issus de la terre, de l'agriculture. Voilà. Troisième point. Eh bien, on va regarder l'échelle du temps, on va se rappeler un petit peu les choses. Ça commence vraiment en décembre 2020 avec les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur. Et là, on a choisi une vue pour vous rappeler que le 18 janvier, à Antenne 2, un reportage est présenté. Cette image est extraite de Antenne 2. Voilà, on le rappelle, c'était l'occasion d'avoir une antenne nationale, important, une audience nationale. Et on nous rappelait, dans ce reportage, l'avis défavorable. On est en décembre 2020. Et le 31 mars 2021, on a le préfet qui signe l'arrêté d'autorisation. Voilà. Et bien sûr, en cascade, c'est-à-dire dans les délais, eh bien, à ce moment-là, on va avoir des recours devant le tribunal administratif, 2 recours, le refus de signer le permis de construire par le maire de Courmelles, et d'autre part, eh bien, on attaque l'arrêté préfectoral que l'on trouve qui ne doit pas exister. Alors, d'un côté, c'est le préfet Rockwool qui attaque le maire de Courmelles. De l'autre côté, ce sont les associations qui attaquent l'arrêté préfectoral, et donc à la fois le préfet et Rockwool. Et ensuite, eh ben, les choses vont se passer. Alors, je suis allé un petit peu vite là. Paf, le 22 novembre, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le délai, hein, le temps qui s'écoule pour un recours. Eh bien, sort l'audience, et nous sommes à l'audience. Le maire de Courmelles est à l'audience, et il y a délibéré, ça veut dire que la réponse n'est pas donnée, le jugement n'est pas donné ce jour-là. En décembre, on va voir apparaître, on continue sur l'arrêté préfectoral, on est au 3e mémoire, donc vous voyez, tout le monde, on s'écrit, on est au 3e, c'est peut-être le dernier, peut-être. Et puis, vous le savez, le 8 décembre, le permis de construire pour Rockwool est annulé. Voilà. Merci. Le refus est annulé. Merci beaucoup. Et du coup, on va regarder les éléments qui ont fait ce jugement. On va regarder ça. Alors, premier point, c'est le point 19. Ça veut dire qu'il y en a 18 autres avant, mais qui n'ont pas été retenus. On va retenir 2 points qui ont été retenus par le tribunal administratif. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment en question, il dépasse la cote. Alors, il n'est pas à 176 mètres de haut, mais c'est le niveau de la mer. Hein. Il a 8,50 mètres en trop par rapport au PLU. Hein, le PLU qui régit l'urbanisme sur Courmelles. Il le dépasse.
Voilà. Et qui se trouve que sans toutefois exposer de raisons techniques ou fonctionnelles à ce dépassement. Voilà, c'est la réalité. Ce qui fait que, eh bien, on voit cet élément-là, le mot méconnaissait, le projet méconnaissait l'article du PLU. Il n'a pas tenu compte de l'article du PLU. Voilà pour ce point-là. Deuxième point, c'est le 30, c'est vous dire qu'il y en a 28 autres qui sont avant, avec celui du 19, là, hein. Voilà, le projet devait prévoir la plantation de 28 arbres de haute tige, et bien en réalité, il y en a moins de 10. Alors ce qui fait que, on n'est pas dans le plus, et ce qui fait que, eh bien, ne sont pas fondés, etc. On retrouve la méconnaissance de l'article, d'un autre article du plus. Ça veut dire que le plus n'a pas été pris en compte sur ces deux points-là. En conséquence, qu'est-ce que l'on dit? Eh bien, on dit que, premièrement, c'est pas parce qu'on va annuler le refus de signer qu'on va accorder pour autant le permis de construire. J'annule le refus, d'accord, mais pour autant, c'est pas un blanc-seing à Rocoul et à la préfecture. Ce qui veut dire que derrière l'autorité administrative, alors quand on dit pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Quand on dit l'autorité administrative, c'est le maire. Hein. Il doit réexaminer le permis de construire. Il doit réexaminer. Et on dit, alors enjoindre, c'est un terme fort, hein, attention, hein, on enjoint le maire de Courmelles de réexaminer la demande de permis dans un délai de 3 mois à compter du jour du délibéré. C'est-à-dire le 8 décembre, donc 3 mois, ça veut dire le 8 mars. Ça veut dire que donc, il faut que ce permis de construire soit représenté pour que ces deux points-là, eh bien, soient différents, pour que le maire de Courmelles puisse signer, s'il le juge, s'il a envie de le signer, ce nouveau permis. Et il a jusqu'au 8 mars. Et puis, tout de même, vous noterez cet élément, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas d'astreinte. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire qu'on n'a pas mis de l'argent à la clé en disant gling pour chaque jour de retard. Ça existe. On ne l'a pas fait. Donc c'est tout de même un signe intéressant. Voilà donc ce que l'on peut dire. Et si vous avez des questions, vous en aurez sûrement, eh bien on les verra tout à l'heure, hein, bien évidemment. Donc là, on va poursuivre. Voilà où on en est en termes de jugement pour le refus de signer le permis de construire. Voilà notre trajet. Alors, on voudrait vous rappeler les actions qu'on a menées, pas depuis le début tout de même, mais depuis le deuxième semestre, hein, où on a fait ce fameux concert qui a attiré des gens nouveaux parce que ils ne connaissaient pas, ils sont venus au concert, ils ont découvert l'action. C'était une occasion pour nous de nous ouvrir sous un autre angle. Et puis, et là, vous voyez apparaître, c'est parce que c'était dans le 20h, la fameuse manifestation du 1er octobre, que l'on retrouve ici, 650 personnes en gros, dans la bonne humeur, dans une atmosphère bon enfant. C'était donc le 1er octobre. Une action en septembre, une action en octobre. Ensuite, on continue. Eh bien, va apparaître en octobre le livre que vous avez peut-être lu, et je vous encourage à le lire, parce que c'est une lecture intéressante, agréable en plus. Ah, tout de suite, les commerçants, là, oui. Hein, eh bien, on va avoir les signatures, et le maire de Courmelles, Arnaud Zvrek, en l'occurrence, eh bien, va signer dans les 3 librairies qui accueillent bien volontiers le livre et qui affichent toutes les informations sur Rocoul. Alors ensuite, décembre, eh bien, c'est une nouvelle action, et là, c'est l'action sur les fameux polluants, en particulier les perturbateurs endocriniens. Et cette information-là, c'est intéressant parce que, là encore, le journal de 20h il a ciblé de façon intéressante, en jaune, vous le voyez, le formaldéhyde, qui est un perturbateur endocrinien, et puis en plus, ils ont ciblé sur la quantité, une paille, 21 tonnes, sachant, vous vous souviendrez, que ça n'est pas la quantité qui fait le poison, c'est les moments. Voilà, vous y penserez. Donc voilà pour cette partie. Alors qu'est-ce qu'il y a encore comme autre action? Je reprends toujours Antenne 2 qui a filmé, et on a vu toutes ces banderoles qui sont ici et là, banderoles, fanions, voilà, un peu partout. Alors là maintenant, il y en a une nouvelle qui vient d'arriver,
Elle est grande, vous devez pouvoir la voir, on est au carrefour de l'Europe, en face du cimetière. Vous allez aussi voir ici Avenue Voltaire, allez, encore une belle affiche. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? On en a encore rue de la Terrière. Voilà, ça marque. Et vous voyez bien qu'il est intéressant qu'il y en ait le plus, partout, partout, partout. Et parfois, d'une façon finalement assez simple, et on vous encourage à faire des petites choses comme ça. Parce que quand on est dans une copropriété, parfois, et ben voilà, sur son carreau, parce que maintenant, tout le monde est habitué au rouge et au jaune, on sait ce que ça veut dire. Voilà, voilà ce qu'il en est. Alors, eh bien, on va boucler par un bilan. Les communes qui ont délibéré contre le projet, 12, il y en avait 5 au départ dans l'enquête publique, il y en a 7 nouvelles qui ont rejoint. Et ce n'est pas terminé, Ensuite, il y a les médecins, 96 aujourd'hui, 96 médecins. Il y a les pharmaciens, 29. Alors là, je fais juste un petit arrêt, parce que dans la liste des pharmaciens, il y a quelqu'un qui s'appelle Fabienne Rampelberg. Et Fabienne Rampelberg, eh ben, il se trouve qu'elle est la femme, où il est son époux, de François Rampelberg, vice-président au conseil départemental. Vice-président au conseil départemental, qui donc est contre le projet. Alors, au département, on ne veut pas prendre position. Mais on va tout de même savoir qu'il y a, alors, les opposants à la majorité, 6 sont contre le projet, mais il y a aussi 3 vice-présidents. Et je les nomme. Isabelle Létriard, qui vous prie d'excuser, parce qu'elle a su qu'il y avait réunion et elle n'était pas disponible. Elle tenait à dire qu'elle voulait bien qu'on l'excuse. Et elle rappelle sa position qui est dans l'enquête publique. Elle nous a clairement dit, au moment des vœux du maire de Soissons, qu'elle ne voulait pas de ce projet, en particulier pour ses enfants et ses petits-enfants. Voilà. Ensuite, on a Jeanne Roussel, qui est conseillère départementale de Villers-Cotterêts, qui est très clairement contre le projet, et puis donc François Rampelberg, qui l'est très clairement dans la mesure où sa femme est signataire du manifeste des médecins. Voilà, voilà les choses. Sachant que y en a d'autres dans le département qui ne sont pas pour, mais comme le président a dit, on ne peut pas prendre position sur le projet parce que nous n'avons pas la compétence économique, alors voilà, on en est là. 29 pharmaciens. Et puis, les sages-femmes, 22 sages-femmes. 22 sages-femmes. Voilà la situation aujourd'hui. Eh bien, on vous remercie. Et maintenant, le moment, c'est vos questions. Oui, alors tout de suite on me dit, il y a des gens parmi vous qui n'ont pas les informations, qui ne reçoivent pas. Alors laissez bien vos indications, vos informations là-bas pour qu'on ait... Regardez là, il y a une main qui se lève là, c'est là-bas qu'il faut aller. C'est là-bas pour que vous soyez sûr d'avoir bien les informations au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, je vous rappelle qu'après 18h30, on répondra aux questions, de toute façon, une fois qu'on aura bouclé notre temps. Voilà, alors... Où on a des questions, où est-ce qu'on a des questions?